Je vais d'abord dire un petit mot pour remercier Marc de son implication dans cet atelier. Il n'a pas pu venir, on vous l'a dit tout à l'heure. Il s'était lancé un défi, parce qu'il anime souvent des ateliers d'ETP en petits groupes. Et là, parler devant une assemblée comme la vôtre, ça l'impressionnait. Il s'était dit, je vais réussir ce défi-là. Malheureusement, il n'est pas là. On a mis 2 personnes pour le remplacer, c'est dire. Donc ce sera Annie Borel-Derland et Thomas qui vont prendre sa place. Mais un grand merci à Marc. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons commencer cette table ronde consacrée au parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie. Je suis ravi de pouvoir animer cette table ronde et de pouvoir échanger avec vous et avec les invités de cette table ronde. Alors, parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie, ça reste toujours un peu confus, ça dépend des disciplines, ça dépend des secteurs d'activité, etc., etc. Pour replacer un petit peu dans le contexte, je suis tout bêtement allé chercher ce que dit le système de santé. Donc vraiment dans le parcours de soins, on parle de l'accès aux consultations et aux structures de soins qui peuvent être mis à disposition des personnes. Parcours de santé, on s'élargit un petit peu plus, où on va articuler, on parle de l'articulation des soins aussi bien en amont avec la prévention notamment et l'accès aux soins primaires, et puis en aval des soins curatifs avec tout ce qui concerne la réadaptation. Et puis parcours de vie, on s'écarte encore plus en parlant vraiment, en envisageant la personne dans sa globalité, c'est-à-dire son environnement personnel, son environnement proche, son environnement professionnel, son environnement au niveau social. Et je pense que cette idée de parcours de vie, elle résonne beaucoup par rapport à l'AFH et par rapport aux actions qui sont menées, et que ces différents types de parcours en fait nous amènent, peuvent pas être envisagés sans la collaboration entre les différents acteurs, c'est-à-dire les professionnels du secteur sanitaire, du médico-social, du social, et puis évidemment avec les patients. Et je crois qu'à travers toutes les actions que l'AFH a pu mener ou mène depuis des années, on a largement cette cohérence dans cette espèce de continuum et de collaboration. Et je vous propose là qu'on aborde un petit peu ça avec les différents intervenants de la table ronde. Donc on commencera avec Maud Leridan, qui est bénévole à l'AFH, et qui nous parlera de la place du patient dans ce continuum de parcours. Gaëtan Duport, qu'on ne présente plus, qui va nous rejoindre, et qui nous parlera de la dispensation des médicaments en ville, puisque le parcours ne peut pas s'envisager sans ce qu'on appelle le virage ambulatoire, et c'est-à-dire la mise à disposition et l'accès des traitements, notamment en ville. Ensuite, Annie Borel-Derland, qu'on ne présente plus non plus, et Thomas Sagnier nous parleront d'éducation thérapeutique, qui reste un pivot, qui est un support essentiel de ce parcours de soins. Et puis Thomas Sagnier continuera avec Benoît Guillet, qui est médecin à Rennes, et qui nous parlera de la place des patients dans la formation des soignants. Voilà, je laisse la parole à Maud. Alors, d'accord. Dans cette logique de continuum, on va passer toutes les interventions et on vous laissera toutes les questions possibles à la fin de la session, et on va essayer de tenir le temps. Alors effectivement, bonjour déjà, à ceux que je n'ai pas vus. On m'a demandé de parler de la place du patient dans le parcours de santé. Alors dans mon idéal, dans mon monde des bisounours où tout est parfait, la place du patient, elle est incontournable, je dirais. Néanmoins, il y a pas mal de choses qui font évoluer, qui font varier cette place. Déjà la volonté de la personne elle-même de vouloir se prendre en main et agir et s'impliquer dans son parcours de santé. Et puis, il y a aussi plein de facteurs qui influencent cette place qu'il peut prendre dans le système de santé, dans son parcours de santé, des éléments comme par exemple son niveau d'éducation. Est-ce qu'il est en capacité de comprendre toutes les informations qu'on va lui donner? Est-ce qu'il est en capacité de décider? On a entendu parler tout à l'heure de la décision partagée. Il y a des éléments comme est-ce qu'il est en capacité de comprendre les éléments de prévention éventuellement avant l'arrivée d'une maladie, de prévention primaire qu'on peut mettre en place dans sa vie de tous les jours pour éviter d'arriver, ou en tout cas retarder le moment de l'apparition d'une pathologie. Vous entendez souvent des messages, notamment de Santé publique France, du style manger, bouger, consommer 5 fruits et légumes par jour, etc. Donc déjà à ce niveau-là,
selon les personnes, on peut décider ou pas, facilement ou pas, de s'impliquer dans son parcours de santé et donc de mettre des éléments de prévention en place. Sur notre parcours de santé, il y a une période assez charnière au moment où on apprend un diagnostic, au moment où on nous dit qu'on a une pathologie. Et le point essentiel qui va vraiment nous faciliter les choses, faciliter la place que l'on voudra prendre dans notre parcours de santé, c'est l'information. Je m'explique, ça va être, est-ce que le professionnel de santé en face de moi me donne une information claire, une information que je suis en capacité de comprendre, pour aller effectivement après décider de mes choix thérapeutiques éventuellement. Pour faciliter cet accès à l'information, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place, notamment la personne de confiance qui peut vous accompagner dans les entretiens médicaux, vous en avez peut-être entendu parler, parce que des fois on est face à un... Alors c'est souvent les médecins qui nous font des annonces de mauvaises nouvelles malheureusement, ou de pathologie, et on peut être resté bloqué sur une première information qu'il nous a donnée et toute l'information qui a suivi, on était un peu dans un choc émotionnel, on n'a rien compris de ce qu'il nous a dit, on n'a pas fait attention, et cette personne de confiance là, qui est un peu plus une personne tierce, va pouvoir reprendre avec nous éventuellement, ou redonner des questions qu'on avait en tête, qu'on a pu échanger avec lui en amont de la consultation. Et il y a un autre dispositif qui est mis en place, vous en avez peut-être entendu parler, un nouveau service public qui s'appelle Mon Espace Santé. Pour ceux qui connaissaient le dossier médical partagé, le DMP, c'est un peu l'ancêtre de Mon Espace Santé, puisque maintenant Mon Espace Santé, c'est comme un DMP élargi, on va dire. Donc je vous passe une petite vidéo et puis on en reparle juste après. Le médecin a parfois besoin de consulter certains de vos documents de santé, mais ce n'est pas toujours facile de tous les avoir avec soi. Voilà pourquoi, dans Mon Espace Santé, vous pouvez ranger toutes les informations médicales dont votre médecin aura besoin. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre santé. Oui, je reviens à Mon Espace Santé. Donc, c'est des petites vidéos que vous voyez peut-être en ce moment sur les chaînes de télé qui passent. Il y en a d'autres, hein, mais c'est toujours un peu ce visuel un peu rosé. Bon, ils ont choisi ça au niveau du ministère. C'est critiquable, hein, comme plein de choses, mais bon, voilà, au moins c'est fait. L'idée, c'est que vous puissiez trouver sur cet espace santé votre dossier médical, ce que vous pouvez y mettre et ce que les professionnels que vous avez autorisés tout au long de votre parcours peuvent y mettre également. Médecins traitants, médecins spécialistes, infirmiers, etc. etc. Vous trouverez également une messagerie sécurisée, puisque vous n'êtes pas sans avoir vécu peut-être des téléconsultations pendant la période qu'on a vécue là, de crise sanitaire. Et puis, du coup, suite à la téléconsultation, il y avait besoin de vous envoyer une ordonnance. Or, souvent, c'était fait soit via WhatsApp, soit via vos adresses mail personnelles. Moi, je suis sur Orange, personnellement, je ne connais pas du tout les conditions de sécurisation des données que je reçois sur mon adresse Orange, ou Gmail, etc. Et donc l'idée, c'est sur cet espace santé que vous ayez une messagerie sécurisée pour notamment que le professionnel puisse mettre des documents suite à une téléconsultation, par exemple, mais puisse également discuter avec vous. Alors, il faut que ce soit lui qui initie la discussion, vous ne pourrez pas y aller si lui ne vous a pas contacté déjà une première fois. Mais après, l'idée, c'est qu'éventuellement, il reçoit un résultat de biologie un peu tardif suite à une consultation que vous avez faite avec lui et il peut vous dire, essayez de voir pour tel ou tel élément, telle ou telle réadaptation thérapeutique. Et puis, vous pouvez discuter avec lui éventuellement, j'ai eu tel effet indésirable, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vous reconsulte, etc. etc. Dans cet espace santé, donc je vous ai dit, le dossier médical, la messagerie sécurisée, vous avez encore 2 services qu'on va bientôt avoir cet été normalement. C'est un agenda connecté, puisque actuellement, si vous êtes comme moi, j'ai tel médecin qui est à Doctolib, j'ai tel médecin qui est chez Maya, donc je reçois énormément de confirmation de rendez-vous par SMS, mais je m'y perds un peu dans tout ça, de savoir qui est sur quelle plateforme. Donc l'idée, c'est que ce soit regroupé sur un même outil, et donc qui sera mon espace santé. Et dans cet agenda, vous pourrez aussi, en fonction des vaccins que vous aurez remplis ou que votre professionnel aura remplis, avoir les rappels de vaccination. Ce qui peut être intéressant, parce que si vous êtes comme moi, sur les vaccins que j'ai eus quand j'étais jeune et qu'il faut faire tous les 10 ans, je gère absolument rien. Donc je pense que je suis hors clou. Et pour autant, mon médecin traitant ne suit pas non plus. La 4e chose que vous allez avoir sur mon espace santé, ce sont des applications santé.
Actuellement, vous avez peut-être sur vos smartphones des utilisations d'applications santé qui sont mises en place par les mutuelles, par des startups privées, etc. Je ne sais pas si vous prenez le temps de lire à chaque fois les conditions générales d'utilisation et notamment ce qu'ils font, comment ils sécurisent vos données de santé et où ils les stockent. Qui lit les conditions générales? Oui, vous êtes un peu comme moi, vous passez vite, vous validez et hop, ça part, vous pouvez utiliser l'application. C'est un petit peu dangereux en fait, et pour éviter que toutes nos données de santé, qui sont quand même des données extrêmement sensibles, pour éviter que toutes ces données de santé partent un petit peu, on ne sait pas où, soit revendues, on ne sait par qui, et que des personnes s'enrichissent alors qu'on n'était pas d'accord. L'idée, c'est que ces applications santé passent en ce moment par le ministère et donc elles doivent répondre à un cahier des charges assez strict, notamment sur la sécurisation de l'enregistrement et du stockage des données de santé. Et une fois qu'elles ont répondu à ce cahier des charges, elles pourront apparaître dans mon espace santé et donc j'aurai un panier d'applications santé que je pourrai choisir d'utiliser ou pas. Voilà un petit peu les 4 blocs de mon espace santé. Donc c'est vraiment un dispositif qui peut nous aider à prendre toute notre place, si on ne l'a pas encore fait, dans notre parcours de santé. Je voulais vous parler aussi de la décision partagée, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, puis ça nous fera récupérer des minutes pour qu'on puisse manger quand même, parce que sinon on va finir par reprendre à 14 h et on n'aura pas mangé. Donc l'idée principale que je voulais vous donner, c'est que cette décision partagée, elle peut être prise de façon mutuelle du coup entre le professionnel de santé et le patient, uniquement si l'information qu'on a eue avant, elle a été claire et loyale et transparente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour prendre un choix sur des thérapeutiques, ça veut dire qu'on est au courant de toutes ces thérapeutiques. Ça veut dire que le professionnel en face est aussi en capacité de nous donner l'information. Et ça veut dire, allons plus loin, que ce professionnel de santé a lui-même eu les informations. Ici, je ne doute pas que les professionnels de santé connaissent bien les thérapeutiques liées aux thématiques qui nous regroupent sur les MHR, maladies hémorragiques rares. Je m'interroge un petit peu plus sur les médecins traitants, etc. Quelles informations ils ont eues, vu la rareté de la pathologie, la complexité, même si les professionnels de santé nous ont présenté vraiment des présentations extrêmement adaptées, avec la voiture, la boîte en carton, etc. C'est très compréhensible. Je ne suis pas certaine que l'ensemble des professionnels de santé aient une veille comme ça d'informations. Donc je pense qu'il faut vraiment que le patient prenne toute sa place, mais aussi le professionnel de santé lui permette de l'avoir, et puis lui aussi évolue dans la façon dont il peut mettre en place la décision partagée. Là aussi, il y a 2 éléments qui ont été mis en place par la Haute Autorité de Santé, la HAS, pour permettre cette fluidité d'information, cette décision partagée. Ils ont créé 2 documents que l'on vous met à disposition sur le stand de l'AFH. Ils ont fait un premier document qui est à destination des usagers, des patients, des personnes qui utilisent le système de santé, donc les proches, les aidants également, qui s'appelle « Oser parler à son médecin » et qui explique que vraiment il ne faut pas hésiter à lui poser des questions si vous en avez, à revenir sur des informations que vous n'auriez pas comprises, parce que des fois on ne se donne pas l'autorisation de réinterpeller le professionnel pour X raisons, parce que des fois on a vu qu'il y avait 15 personnes dans la salle d'attente et nous-mêmes on a attendu 1 heure, donc on essaye d'aller un peu vite. Pour autant, on n'aura pas forcément une information suffisante pour prendre toute notre place dans notre parcours de santé. Et ils ont fait un autre document, puisqu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas que des documents pour les usagers, il y a un peu le pendant qui est pour les professionnels de santé, qui s'appelle Faire dire, qui est une méthode de reformulation en questions ouvertes. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent des professionnels qui me disent « là vous avez pas mal, là. Et là vous n'avez pas de température, là. » Donc que des questions fermées et négatives. Donc forcément, ça n'engage pas la discussion derrière et ça peut bloquer un peu le patient pour prendre toute sa place dans la réflexion. Et donc, c'est une méthode de reformulation avec des questions ouvertes. Et l'idée, c'est que pendant une consultation ou à la fin d'une consultation, le médecin se base sur les questions qu'il y a et du style je vous ai expliqué un petit peu le traitement que vous aviez à prendre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous, comment vous allez faire en rentrant à la maison ? Et là, je me dis que si c'était vraiment un document qui était utilisé par l'ensemble des professionnels de santé, peut-être qu'ils se rendraient compte que des fois, on n'a absolument rien compris de ce qu'il a passé 15 minutes à nous expliquer. Et donc, ça pourrait aider à ce qu'il puisse se rendre compte qu'il faut qu'il adapte un petit peu ce qu'on appelle couramment son jargon médical. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup, Maude.
Timing parfait. On parle de la, voilà, de l'annonce, de la compréhension, de l'échange. On peut se poser la question maintenant de, du coup, une fois que la décision médicale partagée est réalisée, de l'accès au traitement et notamment de l'accès en ville. Donc je passe la parole à Gaëtan Duport. Bien, merci beaucoup. Quand on parle des parcours de soins, la question de l'accès au traitement est une question qui est fondamentale. Et du coup, comme vous le savez, les traitements que vous recevez sont des traitements qui sont depuis de très nombreuses années disponibles en rétrocession en pharmacie hospitalière et puis ont changé depuis très peu pour un traitement. Pourquoi est-ce qu'on en est là et pourquoi on est arrivé à cette situation? C'est que on avait beaucoup de retours au sein de l'Association française des hémophiles de patients et de familles qui décrivaient des difficultés d'accès à la pharmacie hospitalière, notamment compte tenu de la question géographique et aussi de la question des horaires d'ouverture de la pharmacie hospitalière. Du coup, depuis 2019, l'AFH a travaillé sur des modes de retrait qui soient alternatifs à la pharmacie hospitalière. Et on avait fait en juillet 2020, lors de l'Assemblée générale, un sondage auprès des adhérents pour savoir ce qu'ils pensaient des modes de retrait et quel était leur choix préféré de retrait. Et comme vous pouvez voir, la question de l'hôpital, le retrait en pharmacie hospitalière ou le retrait au niveau d'une pharmacie d'officine arrivait avec des choix qui étaient assez équivalents. Depuis juin 2021, les patients ont la possibilité pour un seul médicament de le retirer en pharmacie d'officine. Il s'agit de l'imicizumab, qui est un traitement qui est utilisé uniquement de façon préventive. C'est-à-dire qu'en cas de saignement, pour les patients qui utilisent ce traitement, ils doivent s'injecter un traitement qui est différent. Ça change beaucoup de choses dans la situation où un retrait d'une prophylaxie qui a lieu en pharmacie d'officine pour une situation préventive est beaucoup plus simple qu'une situation d'urgence à gérer. Ça a été une demande à la base de l'industriel d'avoir ce médicament en disponibilité en officine de ville. On a travaillé tous ensemble, la communauté des maladies hémorragiques rares, pour que ce traitement soit à la fois accessible en officine et accessible en pharmacie hospitalière, ce qui est aujourd'hui le cas et qui représente pour à peu près un patient sur deux sous ce traitement un retrait en pharmacie d'officine. Qu'en est-il pour les autres patients pendant que la slide va arriver? Il y a un groupe de travail qui est en cours en ce moment. Au niveau de l'Agence nationale de sécurité du médicament avec l'ensemble des acteurs de la filière maladie hémorragique rare et des pouvoirs publics, ministère de la Santé, notamment syndicats de pharmaciens qui sont aussi représentés pour la question de l'arrivée en ville des traitements qui sont utilisés à la fois en situation préventive et en situation d'urgence. La question de l'accès des traitements en situation d'urgence, elle se fait aujourd'hui et elle se fera toujours au niveau de la pharmacie hospitalière. Il n'y aura jamais de traitement dans une situation d'urgence qui pourra vous être délivré dans une pharmacie d'officine. C'est quelque chose sur lequel l'AFH est ferme et c'est quelque chose sur lequel les pouvoirs publics ne veulent pas discuter. Donc on est tous d'accord là-dessus. C'est une question de sécurité sanitaire. S'il est 23h et que vous avez un problème, vous n'avez plus de traitement dans votre frigo, la question du routage vers les urgences reste et restera toujours la solution. Voilà, on pourra en rediscuter après, mais je vais laisser la main, si j'arrive à fermer le PowerPoint, pour la suite sur la question éducation thérapeutique. Hop. Merci beaucoup Gaëtan. Chef. L'accès au traitement, la décision partagée, ça pose éminemment la question de la compréhension, de l'accès à l'information, de la compréhension de l'information et de son utilisation. Et à ce titre-là, l'éducation thérapeutique et tout le travail que l'AFH a pu mener depuis plus de 10 ans autour de l'éducation thérapeutique est un support, mais parmi d'autres, une solution parmi d'autres pour pouvoir permettre aux patients de gérer leur vie quotidienne avec leur maladie. Donc je passe la parole à Thomas Sagnier et Annie Borel-Derland. Bon, je suis assez émue en commençant cet exposé parce que j'ai su que j'allais devoir le faire il y a 2 jours, puisque Marc était dans la possibilité de venir. Et je suis assez émue parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a été un des premiers patients ressources formés,
et qui a beaucoup aidé sur toutes les visios, les programmes d'éducation thérapeutique et les ateliers en visio. Voilà, donc je n'ai rien changé à ces diapos, donc vous m'excuserez si j'hésite un peu parce que je ne voulais surtout pas changer ces diapositives. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique? On en parle beaucoup maintenant et puis depuis plusieurs années. L'éducation thérapeutique vise pour les patients et parents à améliorer leur compréhension de la maladie, à leur permettre de faire face aux difficultés que cette maladie entraîne dans la vie quotidienne et par là même à être plus autonomes. Elle est réalisée par des équipes réunissant des professions différentes dans leurs compétences et complémentaires dans leurs approches. Médecins, infirmières, pharmaciens hospitaliers, kinésithérapeutes, psychologues, assistantes sociales, éducateurs médico-sportifs. Les équipes sont également constituées depuis plusieurs années des patients et parents ressources qui apportent leur expérience et aident les participants à s'exprimer et à mieux comprendre le discours soignant. L'intervention de ce nouvel acteur dans l'éducation thérapeutique répond à une logique historique de la place des usagers dans le système de santé et s'explique également par la reconnaissance d'un savoir issu de l'expérience. Ces savoirs issus de l'expérience viennent ainsi compléter des savoirs professionnels ou scientifiques en apportant des connaissances ou des astuces qui aident à adapter certains contenus théoriques aux situations de la vie courante. Si l'ETP peut être dispensée lors d'une série d'entretiens individuels, elle se réalise le plus souvent lors de séances collectives, ce qui présente le double avantage de pouvoir échanger avec des pairs et d'apprendre à plusieurs. Enfin, les séances pour les participants sont précédées d'un entretien avec un soignant qui évalue exactement ce dont a besoin le patient pour mieux vivre avec sa maladie, et le choix des séances se fait à l'issue de cet entretien. On est donc proche d'une véritable pédagogie qui part de ce que le patient parent sait et croit et de ce dont il a besoin. Juste l'éducation thérapeutique en 2-3 diapositives, qui sont donc les diapos faites par Marc. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire que ce qu'on a vu dans le film. Vous voyez, la définition de l'éducation thérapeutique est une définition qui relève de l'Organisation mondiale de la santé. L'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin. Moi, j'insisterai sur un point, c'est que dans les définitions qu'on donne aussi en France en particulier, c'est que c'est un processus continu lié aux soins et à la prise en charge du patient. Je trouve qu'il est important d'insister sur ce processus continu parce que c'est vrai que les besoins et les objectifs en éducation thérapeutique, ils évoluent depuis l'annonce du diagnostic jusque dans la vie du patient au quotidien, en augmentation, en jouant sur l'âge également. Et les besoins du patient peuvent, en éducation thérapeutique, ça peut relever de tous les soignants qui font partie de l'équipe soignante des patients. Il n'y a pas que les médecins et les infirmiers, il y a les diététiciennes, les kinésithérapeutes, etc. Donc je pense que c'est important de revenir sur cette notion d'équipe pluridisciplinaire. Pourquoi l'éducation thérapeutique? C'est pour respecter la volonté du patient à mieux vivre avec sa vie de patient, à optimiser sa prise en charge et surtout sa thérapeutique, et en respectant, et ça on y tient beaucoup, et Thomas en parlera plus tard, de la prise de décision partagée, on va en reparler aussi. Donc comme je vous le disais, je pense que ça commence vraiment avec l'annonce du diagnostic pour aider le patient, la famille, les aidants, à comprendre ce que c'est que ce diagnostic. Et il y a une place très importante dans cette annonce diagnostique des psychologues d'une part, mais surtout des patients ressources. Les patients ressources peuvent considérablement aider à cette réalisation, enfin ces objectifs de l'éducation thérapeutique et dès l'annonce du diagnostic. Donc il faut que ces programmes d'éducation thérapeutique puissent être au plus proche du patient. Alors en termes de les besoins d'éducation thérapeutique existent. J'aime bien cette expression qu'a utilisée Marc, parce qu'il y a des nouveaux traitements qui arrivent régulièrement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vraiment, c'est un processus continu lié aux soins. Le rapport à la maladie, il évolue et les patients peuvent se poser très régulièrement et souvent quel est le meilleur traitement pour moi, où est-ce qu'on en est dans les avancées de la recherche et des nouvelles thérapeutiques. Il y a le problème de l'adhésion au traitement qui est un point très important.
il y a des patients qui ne respectent pas forcément leur façon de s'administrer le traitement ou ce qu'on leur conseille. Et c'est peut-être parce qu'ils ont besoin, dans certains cas, qu'on reformule les besoins du patient et l'utilisation des thérapeutiques. Et c'est là où encore le patient ressource peut jouer un rôle important. Et il avait fini par cette expression, le TP mène à l'empowerment, c'est vrai, qui permet au patient de renforcer sa capacité d'agir et de se prendre en charge pour les facteurs qui sont déterminants dans sa santé. Donc, l'Association française des hémophiles et l'éducation thérapeutique, c'est une histoire qui est ancienne. On a créé, dès 1974, il y a eu les premiers stages d'éducation, les plus anciens peuvent s'en souvenir. Mais il y a eu un travail de refonte qui a été fait, patients et professionnels de santé ensemble, c'est en 2007, avec la création d'un groupe de travail interdisciplinaire sur justement le concept de patient parent ressources. C'est cette idée-là qui était au fond de se dire au fond qu'un patient qui pouvait apporter au fond à ses pairs une voie complémentaire par son expérience, comme ça a été expliqué dans la vidéo. Sauf qu'on l'a conceptualisé ensemble, patients et professionnels de santé. Et en 2011, on a eu une première formation de patients parents ressources après un financement du ministère de la Santé. En 2013, on a proposé 10 principes pour une éducation thérapeutique au plus proche des patients, avec l'idée qu'il n'y a pas d'éducation thérapeutique sans les soignants, mais il n'y a pas non plus d'éducation thérapeutique sans les patients ressources, c'est-à-dire des patients formés pour accompagner leurs pairs. Et le développement, par exemple, des programmes d'éducation thérapeutique, ça se fait ensemble, professionnels de santé et patients ressources, avec l'idée que, au fond, il y a le savoir, il y a l'expertise de la maladie et l'expertise de la vie avec la maladie, et c'est ces deux combinaisons qui font qu'on accompagne au mieux les personnes. Ça se voit à la fois dans l'animation, dans les manières d'animer aussi, dans l'interactivité, parce que tout simplement les professionnels de santé, au départ dans les études de médecine, ils n'ont pas été formés à ça. Ils ont été formés à un discours qui est très formaté d'une certaine manière, très médical. Et l'éducation thérapeutique offre un nouvel espace de travail et de rencontre entre des patients formés, justement les patients et parents ressources, et les soignants. Et puis ça a été la première... tout cela a créé au fond les premières paires dans lesquelles on a installé au fond, les patients et parents ressources dans l'éducation thérapeutique. Et c'est devenu au cœur de la stratégie de l'Association française des hémophiles, avec les PPR qui aident les patients, au fond, à devenir partenaires de leurs propres soins, aident les patients à acquérir des compétences. Voilà. Ce qui fait que le PPR est un acteur indispensable au sein de l'équipe pédagogique dans un programme d'éducation thérapeutique. Alors là, je suis en train de... Voilà, je pense que je vais y arriver, là, en faisant ça. Voilà. Donc, le patient ressource, qui est-il ? C'est un patient ou un parent qui est confronté au quotidien avec la maladie, qui possède des qualités humaines, et dans notre association, il n'en manque pas, et qui est disponible et qui prend un temps de disponibilité, je veux dire, pour accompagner ses pairs à l'occasion d'une séance d'éducation thérapeutique. Il y a évidemment une formation qui est mise en place, et j'en parlerai plus tard, mais il y a quand même quelques prérequis. Entretenir de bonnes relations avec le milieu soignant, c'est difficile, de travailler avec une équipe de professionnels si on est en bagarre avec l'équipe, et puis avoir un engagement associatif reconnu, c'est-à-dire au fond de reconnaître les valeurs associatives portées par l'Association française des hémophiles. Généralement, ça ne pose pas de difficulté, mais il est arrivé qu'à un moment donné, au fond, des propositions effectuées par des professionnels de santé ne conviennent pas parce que il n'y avait pas assez d'histoire de vie avec le mouvement associatif ou de compréhension liée aux valeurs de ce que nous portons en tant que mouvement associatif. Et puis chaque candidature est cooptée à la fois par le médecin référent du centre de ressources et de compétences et le président du comité régional, ce qui montre bien l'adhésion fondamentale et le travail collaboratif entre les uns et les autres. Et bien voilà, comment le patient parent ressources il est formé. Alors, j'ai la joie et le plaisir, parce qu'on n'a pas pu le faire, non pas d'introduire, mais de présenter plus avant Jean-Charles Verret. Jean-Charles Verret est celui justement qui chapeaute la formation des patients parents ressources avec Marc Jourdain, moi-même et Émilie Cotta. Et l'objectif de cette formation, c'est former en binôme les PPR et les soignants éducateurs à une pratique collaborative. C'est-à-dire
il faut voir ça, cette formation. Il y a plusieurs patients parents ressources dans la salle. Il y a ces 3 week-ends de 3 fois 2 jours. Les 2 premiers week-ends de 2 fois 2 jours, c'est la formation des PPR ensemble, des futurs PPR ensemble, où on acquiert au fond les enjeux de ce qu'est l'éducation thérapeutique, la notion des apprentissages. Et puis le 3e week-end, c'est le binôme patient-professionnel de santé, ensemble, qui se forment à l'éducation thérapeutique dans une formation co-construite avec eux. Voilà. Et aujourd'hui, cette formation reconnue donc, par les agences régionales de santé, il y a un premier module qui est fait en présentiel, 2e module qui est en visio, avec des intercessions en visioconférence, et puis le 3e module en présentiel, patient-soignant. Et tout ça reconnu dans le cadre des aspects plus réglementaires sur les enjeux de la formation en éducation thérapeutique. Et ce qui fait que ça se traduit par aujourd'hui des ateliers partout sur le territoire national, à chaque fois qu'ils peuvent se faire. Le Covid nous a il nous a tous un peu covidés quand même. Donc la réalité, c'est qu'on a donc développé avec l'association des formats de formation en éducation thérapeutique en distance. Le premier qu'on a fait quelques semaines après le début du confinement, pour certains d'entre eux peut-être dans la salle qui ont assisté ou qui sont à distance, il y a eu une e-éducation urgence Covid-19 et maladies hémorragiques rares, et une e-éducation aussi sur activité physique. Et ces 2 modules sont venus, au fond, compléter un moment important, c'est-à-dire au moment où les patients en avaient besoin, au fond, venaient apporter une réponse sur comment faire si j'ai un saignement alors que les hôpitaux étaient encombrés, que c'était incompréhensible, qu'on ne devait pas venir, on nous disait qu'il fallait surtout pas venir à l'hôpital, et comment on a pu trouver, d'ailleurs, par ce travail patient-soignant, mouvement associatif et soignant, trouver au fond un mode d'accompagnement possible et pouvoir transmettre ça. Il y a plus de 45 personnes qui ont assisté à ces modules d'éducation thérapeutique à distance, c'est-à-dire ceux qui avaient sans aucun doute le plus besoin de cet accompagnement. On a fait aussi une e-éducation sur la téléconsultation, c'est-à-dire comment préparer sa téléconsultation, puisque du fait du Covid, évidemment, il y a eu de plus en plus de téléconsultations. Et là aussi, il y a eu, je crois, plus d'une dizaine de patients qui ont suivi, et proches, qui ont suivi cet atelier. Je ne reviendrai pas en détail sur Transform, mais qui a été l'adaptation, Transform étant le programme d'accompagnement concernant imicuzumab, et qui a été transformé en programme d'accompagnement à distance sur imicuzumab et les transformations qu'il induisait. Voilà, ça c'est les travaux, mais aujourd'hui, les programmes d'éducation et les sessions éducatives vont reprendre. Donc soyez attentifs de toutes les annonces des comités régionaux et des centres de traitement dans ce domaine. Et voilà, et puis là, c'est la dernière photo de la promotion 2021-2022. Celle 2022 et 2023 est ouverte. Non pas toute verte, elle est ouverte. Elle est, s'il y a des candidats dans la salle qui se sentent, j'allais dire, de se dire, j'ai envie, au fond, d'accompagner mes pairs, pour la raison qui les regarde, vous pouvez candidater auprès de l'équipe qui reviendra auprès du centre de traitement et auprès de la FH régionale pour voir si tout fonctionne bien d'une certaine manière, si on peut accepter votre candidature. Et voilà, et depuis 2011, c'est 6 patients par an ressources qui ont été formés, 37 patients et 29 par an qui aujourd'hui mettent au service en tout cas une grande partie d'entre eux, mettent au service de leur savoir, leur expérience, au service de l'éducation thérapeutique et de leurs proches. Mais ce que vous pouvez voir, ce qui est sympa, je trouve, dans cette photo, c'est qu'on ne sait pas où sont les soignants et on ne sait pas où sont les patients par an ressources. Et vous voyez qu'il y a une très grande diversité d'âge, des jeunes comme des plus anciens, et qu'on continue à accueillir. Il y a toujours des volontaires pour pouvoir assister et pouvoir continuer, au fond, à faire cet accompagnement, ce qui prouve que ce programme Patients par an ressources a une très grande, une résonance auprès de notre communauté. Et c'est ça qui est, je trouve, assez top. Voilà. Merci. Merci Annie, merci Thomas. N'hésitez pas, si cette aventure vous tente, de rencontrer, alors venez nous voir et on peut vous faire rencontrer des patients et parents ressources qui sont dans la salle et qui ont suivi ce cursus et qui agissent en éducation thérapeutique. Le terme de collaboration, il a beaucoup été employé, collaboration entre les personnes concernées par les maladies hémorragiques rares et leurs soignants dans la décision médicale partagée, dans l'information, dans le recours aux urgences, etc.
Il y a une autre forme de collaboration possible, qui est comment les patients peuvent s'engager dans la formation des professionnels, de manière à pouvoir faire aussi évoluer les pratiques vers une plus grande collaboration. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Verrey. Je suis très content de faire cette présentation avec Benoît Guillet. Voilà, je le dis. La raison un pas plus en avant, c'est voilà, des patients au fond qui forment des professionnels de santé, ce qui était au départ un sacré défi. Mais au fond, pourquoi? Parce qu'il y a des raisons de faire ça. D'abord, c'est le constat général que les maladies chroniques augmentent. Il y a aujourd'hui, si vous intégrez les patients eux-mêmes et les proches, c'est la moitié de la population française qui est concernée par une maladie chronique. Et je pense qu'on a raison d'intégrer les proches, parce qu'on n'est pas malade chronique tout seul, ça se crée souvent dans une vie familiale. La deuxième chose, c'est qu'il y a un enjeu, on l'a dit tout à l'heure avec Marc, c'est marrant, je dis avec Marc, la non-adhésion thérapeutique, ce qui concerne 50 à 70% au fond des patients qui ont une vraie difficulté au fond à suivre les traitements. Et donc il y a un enjeu de capacité à donner du sens au fond à ce qui est transmis en termes d'enjeux médicaux et qui est reçu dans le contexte de la vie des patients. Il y a une formation médicale et soignante qui est assez focalisée, qui a longtemps été focalisée au fond sur les compétences techniques et peu sur les compétences relationnelles. Benoît Guillet y reviendra. Et puis des compétences intra-professionnelles pas ou peu développées. Alors, c'est moins vrai dans le domaine de l'hémophilie où l'infirmière a joué un rôle extrêmement important dans les binômes qui peuvent se mettre en œuvre, mais c'est une réalité de manière générale dans toutes les spécialités médicales. Et puis, il y a pourtant une nombreuse aujourd'hui littérature scientifique, des colloques. Je vous montre là l'image du 3e colloque interuniversitaire sur l'engagement des patients dans les formations médicales. Donc c'est quelque chose qui existe et qui est présent dans l'environnement. Voilà. On en parle de plus en plus. Et puis, il y a le fait qu'aujourd'hui, la question de la participation des patients, c'est devenu un enjeu sociétal et politique, dans le sens où la participation des citoyens au système de santé et des usagers, c'est non seulement une évolution démocratique, mais c'est presque un devoir d'un État, au fond, d'un système, de donner la place, au fond, à de ceux qui sont directement concernés par les enjeux de santé. Et donc, c'est ce qui est en jeu ici, dans cette présentation. Je crois après que c'est à vous. Hein, on est d'accord? Non, c'est vous. Ah, d'accord. Ah, ben, c'est un peu... Voilà. Vous êtes sûr? Oui. Okay. Allez-y, vous parlez bien. Oui, ça, c'est pas une raison, ça. Si. OK. Oui, on va se finir par se fâcher, oui. Donc, l'objectif des patients, au fond, dans cette formation, c'est, j'allais dire presque, c'est contrebalancer, compléter la formation des professionnels de santé par l'apport de la perspective patient. Intégrer des patients dans la formation médicale, c'est intégrer ça. On a parlé tout à l'heure dans la formation des patients ressources, au fond, de la capacité à mobiliser des savoirs expérientiels tirés de la propre expérience et de pouvoir, au fond, apporter ça dans le cadre de l'éducation thérapeutique, mais aussi dans le cadre de la formation des professionnels de santé. Et là, je vais mettre en avant, au fond, ce qui est cet enjeu, c'est partager les savoirs issus de l'expérience. C'est non seulement un savoir expériencé, ce qui est décrit dans la littérature, qui est issu de la vulnérabilité. Ça ne veut pas dire que la maladie rend toujours vulnérable, mais c'est l'expérience de la vulnérabilité, c'est-à-dire de ce que, au fond, ça vous met en tension à titre personnel, à la fois dans votre vie au quotidien, mais aussi dans le rapport aux autres, dans le rapport presque de vie, du rapport du lien avec les difficultés de la vie, l'entourage, mais aussi du lien, la question de la mort parfois qui peut poser, de la vie quotidienne avec la maladie, évidemment, de ce fardeau qu'elle représente, du poids mental que ça peut représenter le matin, le midi, le soir, au moment de la prise des médicaments, dans les rapports là aussi avec les autres. Dans le parcours de soins, parce
parce que ça veut dire que tout d'un coup, le monde médical intervient évidemment au quotidien et que je dois m'adapter, au fond, aux rendez-vous médicaux qui peuvent être nombreux. Et tout ça, ça peut l'air de rien, mais c'est des sommes d'activités qui fait qu'il y a une constante ajustement, au fond, des soins à ma vie professionnelle, à ma vie personnelle, et puis évidemment qui touche à la relation de soins elle-même et de mon interaction avec mon médecin préféré, ou mon infirmière préférée, etc. Et comment se joue ça. Et évidemment, votre expérience de parents de patients, on a eu cette expérience-là, et ça nous a constitué un véritable savoir, on a su développer des compétences. Et puis ensuite, c'est la capacité de partager, au fond, ces savoirs, qu'on appelle situés, parce qu'on partage ces savoirs au sein d'un collectif, comme une association de patients. Et c'est un autre niveau, j'allais dire, de savoir, après les savoirs issus de l'expérience, en confrontant nos savoirs avec les autres dans un collectif associatif, eh bien, on atteint un autre degré, j'allais dire, de confrontation et d'expérience nouveau, parce qu'on confronte son expérience avec celle des autres et on peut ajuster aussi, se donner des renseignements les uns les autres, comment on peut mieux se développer. Puis, enfin, il y a ceux qui sont en capacité, j'allais dire, de partager des savoirs dits théoriques, qui développent des compétences, qui se forment en tant que patients parents ressources, par exemple, mais qui vont aussi dans des universités et qui se forment, d'accord, je vais vite, et qui deviennent ensuite, ou certains qui deviennent des savants, des experts dans le domaine des soins. Et là, puisqu'on va en reparler, puisqu'on va en reparler, l'équipe de Montréal, en se nourrissant de ce qu'avait dit Olivia Gross en 2017, a défini 4 types de savoirs: les savoirs cliniques, les savoirs de navigation, les savoirs expérientiels et d'auto-évaluation. Les savoirs de navigation, c'est dans le système de santé. Les savoirs expérientiels, c'est ce que j'ai décrit. D'auto-évaluation, c'est évaluer au fond ce qu'on a dans son corps et prendre des décisions. Et puis les savoirs cliniques, c'est la science, le savoir médical qu'on acquiert au fil du temps. Et c'est ça qu'on va mettre en œuvre à l'occasion d'un parcours. Et de manière parfaitement, on a fait des choix, on a décrit au fond des étapes qui nous semblaient, Benoît et moi, essentielles, au cours du parcours qui a été évoqué: l'annonce de diagnostic, les rendez-vous médicaux, les choix du traitement, l'adaptation, des enjeux ensuite d'adaptation des traitements ou d'orientation, l'éducation thérapeutique et vivre avec. Et là, on se rend compte que les codes couleurs, quand il y a un rond noir, ça correspond à la colonne noire, rouge, rouge, etc. C'est que, au fond, au moment de l'annonce de diagnostic, on développe des savoirs qui sont dits d'auto-évaluation. On est capable, au fond, on est capable de diagnostiquer qu'il se passe quelque chose. Il y a des symptômes et on en fait part. Quand on est atteint d'hémophilie, on sait très bien qu'on a aussi des symptômes parfois hémorragiques et donc on en fait part. Le rendez-vous médicaux, évidemment, là on développe et on montre des savoirs cliniques, des savoirs de navigation, des choix du traitement, c'est la même chose, d'adaptation, en matière d'éducation thérapeutique et dans le vivre avec. Et c'est tous ces savoirs qu'on a et qu'on sait mobiliser tout au long de la vie. Et c'est ceux-là aussi qui sont particulièrement utiles pour la formation des professionnels de santé. Et c'est là que je laisse la parole à Benoît. Merci Thomas. En fait, vous aviez raison, effectivement, la diapo d'avant, c'était moi qui devais parler, mais c'est le problème de la décision partagée. Et la réflexion partagée, c'est qu'à un moment, on ne sait plus qui parce qu'on les a fait ensemble. Donc après cette présentation sur tout ce qui est le savoir du patient et l'importance de la transmission de ce savoir auprès des soignants, je vais vous présenter deux types de filières de santé pour essayer de bien comprendre déjà comment ça se passe, donc d'une part en médecine et d'autre part sur la formation en soins infirmiers. Ici, c'est le parcours de formation classique en médecine, où on a des études médicales qui vont de 9 à 11 ans jusqu'au diplôme de doctorat en médecine. Donc, c'est fonction de la spécialité qu'on fait, de médecine générale jusqu'à des spécialités comme la chirurgie. Et vous voyez à gauche, c'est les toutes premières années, c'est le fameux concours de médecine. Et vous avez ensuite la deuxième, troisième, etc., jusqu'à l'internat, qui est la partie marron. Et enfin, une fois obtenu le diplôme,
on a tout ce process de formation professionnelle continue en atelier, parfois avec des diplômes, hein, des DU, des masters, hein, des capacités, etc. Au niveau du parcours de formation, donc aux soins infirmiers, vous avez ces 3 années de formation et qui amènent donc au diplôme d'État. Donc maintenant, avec les réformes récentes, le diplôme d'État infirmier est passé niveau licence, qui est très bien, donc au niveau universitaire, avec une reconnaissance universitaire, donc des rattachements habituellement aux facs de médecine. Et si vous regardez bien en dessous de chaque carré, vous voyez les différents stages. Et donc si on revient pour les médecins, les premiers stages réels qu'on appelle d'externat, donc ce sont des tout jeunes médecins, qui ne sont pas médecins, c'est étudiants, commencent à voir à quoi ressemble un patient en 4e année. Dans une position en plus qui est assez particulière, hein, l'ayant vécu, je peux vous le raconter, hein, c'est simplement le patient est hospitalisé dans son lit, donc on a cette relation très gênante pour l'étudiant qui est tout jeune, d'être debout face à quelqu'un qui est allongé et qui peut avoir 2 fois, 3 fois son âge. Donc c'est une situation très perturbante. Moi je me rappellerai, mais je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui se rappellent de leur premier patient vu en stage. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Il en sait plus que moi, donc qu'est-ce que je vais faire? Mais voilà, c'est l'immersion. Hein, les études de médecine, c'est souvent ça. C'est pareil chez les infirmières, c'est de l'immersion. On envoie les étudiants et on apprend comme ça sur le terrain, sur le tas, si je puis dire. Et donc, ça peut être extrêmement stressogène. Ce sont des filières, alors je ne connais pas particulièrement celles de médecine, qui sont extrêmement fragiles pour les étudiants. On a régulièrement des suicides, hein, du fait de cette difficulté de compréhension aussi de l'autre. Il y a la pression des études, pression des examens, mais il y a aussi cette difficulté relationnelle. Et c'est là où aussi le gros intérêt pour les étudiants dans cet équilibre pour eux-mêmes, c'est de voir à quoi ça ressemble la médecine une fois qu'on est diplômé, de voir à quoi ça ressemble une relation de soins. Et la meilleure façon de le faire, réellement, c'est de faire intervenir des patients qui viennent participer au cours. J'allais dire qu'ils viennent échanger. Non, c'est plus loin. C'est qu'ils viennent participer au cours, qui viennent expliquer beaucoup de choses, en fait, sur la vie avec. Et donc, pour ça, les étudiants, en fait, sont même extrêmement demandeurs. Quand à Rennes, j'avais mis la première fois, c'était en 2019, quand j'avais fait appel à vous, j'étais un peu inquiet parce que je ne savais pas comment ils allaient le prendre. Ils étaient en 4e année, donc ils sortaient de quelque chose qui était... tiens, j'ai plus le... Donc ils sortaient de toute la partie bleue, c'est la partie où c'est théorique, scientifique. Donc on parle très peu de patients, il y a le service sanitaire et social, donc voilà, ça dure quelques heures, quelques jours. Et maintenant il y a la journée du handicap, mais c'est pareil, ça dure une journée, mais ça ne va pas plus loin, donc comme vous voulez connaître, comment savoir. Et donc avant de mettre en place cette formation, cette unité d'enseignement libre d'éducation thérapeutique, je voulais absolument qu'il y ait des patients enseignants qui viennent, et je savais que Thomas était très, très en avant là-dessus, c'est pour ça que je l'avais appelé, et j'étais assez inquiet. Et donc j'ai interrogé les étudiants, et en fait j'étais très surpris par leurs réponses avant et après la formation, et même avant, en fait, ils étaient très demandeurs, et ils étaient même trop nombreux à cette UE. C'était 40 maximum et ils étaient 60. Donc, du coup, pour monter les ateliers, c'était compliqué. Donc, ils étaient très demandeurs. C'est une forte demande des étudiants. Et ça, tout le long. Donc, j'ai un autre collègue qui est au département de médecine générale, qui s'occupe des internes de médecine générale. Et pareil, ils sont très demandeurs, donc à tous les niveaux. Et c'est pareil, après, au niveau des formations professionnelles continues. Alors, où peuvent intervenir des patients? Donc, ça a été la grosse question. Alors, c'est marrant parce que dans mon questionnaire, je leur ai posé la question aux étudiants, après l'enseignement. Et en fait, personne n'était d'accord. Donc, ils peuvent intervenir, les patients enseignants, en 2e année, en 4e, 5e, 6e, pendant l'internat, en formation continue. Finalement, pourquoi pas partout. Et, vous voyez, il y a une petite étoile sur les stages. Alors ça, c'est plus compliqué à mettre en place, mais on va y réfléchir. Au sein d'une commission d'éducation à la santé qu'on a mis en place maintenant il y a plus d'1 an, où Maud est membre.
pour aussi essayer de travailler sur le patient enseignant qui vient à la formation sur le soin relationnel, sur le savoir expérientiel, enfin tout ce que vous a présenté Thomas. Et puis sur la filière, bien sûr, aux soins infirmiers, vous voyez, là aussi, la place des patients enseignants serait même dès la première année. Ici, j'ai pas mis d'étoile sur la première année de médecine, c'est pas le moment. C'est très scientifique, c'est très concours. À mon avis, c'est pas le moment. Ça peut être rediscuté, mais franchement, en plus, il y a 1/5 à 1/6 des étudiants qui sont reçus, et donc il vaut mieux commencer à travailler en 2e année, à mon avis. Alors, quel patient donc c'est moi qui continue là. Ouais. Ouais, non, je vous dis, c'est tellement fusionnel. Alors, quel patient? Donc, ça concerne déjà toutes les spécialités médicales. C'est beaucoup plus en avant, si vous avez l'occasion de lire, c'est surtout les départements de médecine générale qui sont très en avant. D'ailleurs, des groupes sont constitués de patients enseignants, souvent rattachés avec les départements de médecine générale. Malheureusement, par rapport aux spécialistes, c'est très peu en avant, cela. Donc on a aussi ce travail à faire, et j'espère que ça viendra de la médecine générale pour aussi les spécialistes adapter leurs cours et faire intervenir des patients enseignants. Mais ça peut être sur des filières infirmières, des filières kinés, etc., etc. Alors, il y a diversité des profils, donc des patients qui peuvent intervenir, des proches aussi, voire même des ados. Donc c'est intéressant aussi, quand ils sont bien équilibrés, parce qu'il ne faut pas non plus les déstabiliser aussi par rapport à cela. Des savoirs donc patients pour mobiliser des compétences professionnelles recherchées principalement, et en particulier ces compétences relationnelles et interprofessionnalité. Ce qu'on voit chez les étudiants quand on leur fait passer les examens, alors il y a un type d'examen dans les dernières parties, là juste avant le concours d'internat, qu'on appelle ECOS, donc c'est les mises en situation, et on se rend compte que sur le soin, sur la relation de soins, la relation simple en fait, c'est la relation de communication humaine simple, ils peuvent être extrêmement en difficulté pour certains. Alors c'est dans le cadre d'un examen, donc c'est pas forcément adapté, mais quand même, on voit bien qu'ils n'ont pas eu une formation et qu'il va vraiment falloir qu'on travaille là-dessus. Maud a d'ailleurs participé à l'oral, à ce type d'oral, donc là aussi, on a poussé plus loin, c'est-à-dire la participation de patients enseignants à faire passer des examens. Donc un oral, c'est une belle expérience qu'on va recommencer. Donc ces compétences relationnelles sont importantes, et ce qui est intéressant, c'est quand vous faites intervenir aussi des patients enseignants, vous pouvez aussi, alors en fonction des cours vous organisez, faire intervenir aussi des infirmières enseignantes, qui en fac de médecine, c'est quelque chose de surprenant, mais ça marche bien. Et puis aussi faire des cours communs. On va rechercher l'interprofessionnalité. Ça veut dire quoi? Faire des cours avec des étudiants de médecine, des étudiants infirmiers, etc., kinés, et avec un patient enseignant. Et ça, les étudiants sont extrêmement demandeurs. Alors, moi, j'avais été assez surpris parce qu'on se fait, vous voyez, des représentations, ces fameuses représentations, ou des croyances, et donc j'avais été surpris, et effectivement, ils veulent vraiment casser les murs de la fac de médecine. Et donc, l'objectif, c'est de témoigner, de co-concevoir, aller jusque-là, de co-animer, et de monter des jurys, justement, avec la place d'un patient enseignant. Alors, les formats d'enseignement, de tous les types, ça peut être des travaux dirigés, des enseignements dirigés, des cours magistraux en simulation, les ECOS, ou, encore une fois, les cours magistraux. Et puis, donc, en conclusion, mais c'est une grosse conclusion, qui va durer 20 minutes. Non. Fallait pas nous mettre tous les deux. Je reprends la première partie de la slide, on l'a déjà vu avec Thomas, c'est la partie parcours, parcours du patient. Vous reconnaissez avec le code couleur de Thomas. Et ce qui était important, et là ça nous vient encore de la médecine générale, c'est les tableaux de compétences de médecine générale qu'on ne retrouve pas dans les spécialités. Peut-être qu'il faudra qu'on retravaille ça au sein aussi des groupes de spécialistes de maladies chroniques, et notamment les maladies hémorragiques rares.
Vous pensez Mémo, c'est ça par exemple? Ça pourrait être travaillé au sein de Par Mémo, exemple, par c'est exemple. pour ça qu'il y a Yassim. Et il y a- Bah, est-ce Sophie est partie. Est-ce que Madame Sophie Suvienne est encore là? Ah, à l'instant. Oh, c'est dommage. Non, c'est quelque chose aussi à revoir. Peut-être que ça doit venir des professionnels pour essayer d'inciter au niveau des étudiants, en tout cas au niveau de nos doyens, pour les spécialistes. Et donc voilà, donc il y a 10 compétences que je vais vous dire rapidement. C'est veiller que la proposition de soins tienne compte de sa culture. Sa culture, c'est la culture du patient. Orienter le patient vers des lieux de soutien, y compris associatifs. Ça, c'est quelque chose qui est important. Juste une petite parenthèse, les étudiants qui ont eu cette formation dont je vous parlais, ils n'avaient jamais rencontré d'association de patients, ce qui est quand même étrange. Et de souvenir, j'ai commencé à rencontrer les associations de patients après le diplôme, ce qui est quand même aberrant, vu la place des associations dans les parcours de soins. Soutenir les proches et tenir compte de leur savoir expérientiel, privilégier l'ETP intégrant un PPR, à l'orientation vers d'autres professionnels, pratiquer une éthique des soins qui est fondée sur le respect de la dignité des malades, mettre en œuvre la prise de décision partagée, on en parle encore, concevoir qu'un patient puisse entendre l'incertitude médicale, ça aussi, c'est un gros travail à faire, que tout n'est pas tout blanc ou tout noir en sciences médicales et qu'il faut vraiment réussir à le faire comprendre, réconcilier l'usage d'Internet, inscrire sa pratique dans le respect des droits des malades, et enfin interroger les normes médicales du patient, qui ne sont pas forcément la norme médicale et scientifique. Je vous remercie. Merci beaucoup.